Mégaphone. Méga fort. Retour de Palestine pour Odile Lenormand, Fathia Kada et Faisal Arwat, tous trois partis en la fin du mois d'octobre en visite dans ce pays. Bonjour à vous trois. Bonjour. Avant de revenir sur les conditions dans lesquelles vous êtes partis en Palestine, les gens que vous avez rencontrés et la vision que vous avez sur la vie quotidienne dans les territoires occupés, je voudrais que vous reveniez sur l'actualité, puisque, on le sait, François Hollande s'est rendu ces derniers jours en Israël et en Palestine. Et Odile Lenormand, vous paraissez très remontée. Pourquoi ? Oui, je suis très remontée et d'ailleurs, je peux dire aujourd'hui que j'ai honte d'être française. Quand je vois qu'un président de la République français part en Israël et à sa descente d'avion dit qu'il est fier d'arriver dans une grande démocratie et que malgré tout ce qu'Israël a vécu, elle reste une grande démocratie et qu'elle a toujours respecté le droit, franchement, c'est une honte. S'il y a bien un pays au monde qui, grâce à l'ONU, qui a été créé grâce à l'ONU et qui ne respecte aucune résolution de l'ONU, qui ne respecte pas les conventions de Genève, qui ne respecte pas les droits humains et qu'on ose dire que c'est un pays qui respecte le droit, franchement, c'est une honte pour la France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez voulu, dit Lenormand, que le président dénonce à son arrivée en Israël les atteintes aux droits de l'homme ? Oui, bien sûr qu'il les dénonce. Déjà, il n'aurait même pas dû faire cette visite. Parce que sur 3 jours dans la région, il va passer une demi-journée à Ramallah dans les territoires palestiniens. Donc franchement, s'il y a bien un endroit où il fallait qu'il y aille, c'était vraiment dans les territoires palestiniens. Et qu'il voit vraiment la réalité des choses, la colonisation, l'occupation et tout ce qui se passe dans les territoires palestiniens. Mais pas aller avec tous les industriels français signer des contrats avec Israël. Ce point étant dit, nous allons voir justement comment vous avez vécu, vous, votre voyage en Palestine. Vous êtes resté combien de temps ? On est resté 12 jours à peu près. Alors, expliquez-nous dans quel cadre et pourquoi vous êtes allés tous les trois là-bas. Donc, c'est dans le cadre d'une mission de découverte de la situation sur place, donc de voir la réalité de la vie quotidienne des Palestiniens entre donc la poursuite de la colonisation, les violences faites aux villageois palestiniens à côté des colonies, le mur qui est une aberration et qui détruit des terres, coupe des maisons en deux, coupe des villages en deux, et donc sépare aussi des Palestiniens du territoire palestinien, qui sert à accaparer des terres toujours pour donc les mettre du côté israélien, et donc toutes ces violences qui sont faites et ce déni du droit des Palestiniens. Donc pour vous, c'était important de vous rendre sur place. Vous étiez déjà allé en Palestine ? Oui, moi j'étais allée en 2009 dans le cadre là, de la cueillette des olives. Donc c'est des missions qui sont faites tous les ans au moment de la récolte des olives. Donc les internationaux qui viennent accompagnent les paysans palestiniens qui ont leur champ d'oliviers à côté des colonies ou du mur, puisqu'ils ne sont pas accompagnés d'internationaux, ils se font donc soit tirés dessus, soit maltraités donc, par les colons. Donc, on est là pour les accompagner et donc les aider à cueillir leurs olives. Donc, c'était en 2009 2009, oui. 2009. Fathia Kada, oui. Vous étiez aussi du voyage. Également, oui. Pourquoi et dans quel cadre Voilà, je suis donc militante à la FPS 56 et donc je connais un petit peu la situation depuis quelques temps et j'ai voulu y aller pour voir réellement ce qui se passait là-bas. Parce qu'ici, on sait des choses, mais le voir là-bas directement en face de vous, voilà, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de voir la réalité pour pouvoir en parler après. Voilà. Et rencontrer des gens sur place. Voilà, sur place, des militants, des Palestiniens, tout le monde, des petites gens qui luttent au quotidien contre les colons, contre l'armée, contre l'oppression. Voilà. Et vous, Faisal Arwat, Ma démarche était la même, ouais, c'était de découvrir la réalité sur le terrain, de voir vraiment ce qui s'y passe, et puis également pour ma part de réaliser un reportage, puisque je suis venu avec ma caméra et j'ai tourné des images donc sur place. Alors, vous êtes donc parti à la fin du mois d'octobre.
Enfin, mi-octobre. Mi-octobre. Et passage obligé par Israël, par Tel Aviv. Bien sûr, parce que faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller dans les territoires palestiniens sans passer par Israël. Donc, les territoires palestiniens, la Palestine occupée, parce que je ne veux pas dire territoire palestinien, la Palestine occupée, aujourd'hui, donc, est une prison à ciel ouvert, que ce soit à Gaza, mais que ce soit aussi en Cisjordanie, puisque c'est Israël qui décide qui doit entrer ou pas dans les territoires palestiniens. Et donc, on est obligé de passer donc, par Tel Aviv, puisque l'aéroport de Gaza a été entièrement détruit par Israël. Et donc, on est obligé d'atterrir. Ou alors, on peut aussi, certaines personnes passent par Amman, donc par la Jordanie, mais de toute façon, systématiquement, il faut passer par le pont Al-Elbi et qui est contrôlé aussi par Israël. Donc, passage par Israël. Et déjà, là, des difficultés pour au moins 2 d'entre vous. Oui, parce que moi, j'ai eu mon visa tout de suite. Mais bien sûr, voilà. Alors pour expliquer, quand on se rend en Palestine via Israël, le visa nous est pas délivré en France. Non, c'est en arrivant sur place. Et donc là, bien sûr, il faut bien. Donc sur ce genre d'émission, déjà, on part séparément ou à 2, mais surtout pas en groupe. Et donc, il ne faut surtout pas dire pourquoi le but de notre visite. Donc, il faut vraiment trouver une histoire. Donc, nous, on avait bien mis une histoire au point de voyage, de découverte de Jérusalem et tout. Mais le problème, c'est que, si on a un nom à consonance arabe, on passe systématiquement par l'interrogatoire. Donc, Alors, ça a été le cas pour Fatia Kada et pour Faisal Arwat, vous deux. Donc, vous savez maintenant comment ça se passe au niveau des interrogatoires. Ce sont des interrogatoires musclés ou... Non, pas musclés, enfin, pas en ce qui me concerne, ni Faisal, mais c'est un interrogatoire. Donc, on vous prend votre téléphone, on regarde vos contacts, les messages pour voir s'il n'y a pas quelque chose ou un mot qui nous relierait à la Palestine et à une mission. Donc, on nous demande comment s'appellent nos grands-pères, comment s'appellent nos pères, de quelle origine on est, pourquoi on vient. Donc, on nous prend par chacun dans un bureau. Et voilà, donc il faut tout s'expliquer et dire où on va. Et voilà. Puis c'est vrai qu'ils enchaînent les questions, donc du coup, c'est vrai que la pression est quand même là, en fait. C'est que les questions ne s'arrêtent jamais, en fait. Dès qu'on a fini de répondre, ils nous donnent une autre question sur un autre thème. Donc c'est là qu'est la pression, en fait. Ouais. Et à aucun moment, il ne faut dire que vous venez en mission et que vous avez l'intention d'aller... Surtout pas. Ce serait repartir directement dans l'avion. C'était le cas pour une fille qu'on a vue, nous, quand ils nous ont dit d'aller à l'interrogatoire. Il y avait une fille qui attendait là et ils étaient rentrés sur sa boîte mail avec son mot de passe. Ils lui ont demandé son mot de passe. Et donc la fille, ils ont vu qu'elle allait en Palestine et elle a dû retourner en France. Et au niveau de la France-Palestine aussi, donc il y a 2 personnes, je crois que c'est de la région de Marseille, au mois d'octobre aussi, qui ont été refoulées. Donc là, s'ils savent le but de votre voyage, c'est on vous remet direct dans un avion retour en France, quoi. Donc ce qui est complètement inadmissible. Et ce qui est complètement inadmissible aussi, c'est que les compagnies aériennes comme Air France travaillent avec Israël. Parce que même en transit à Amsterdam, on a été interrogé par Air France sur le but de notre voyage, donc fouille au corps, plus passage au rayon X. Et donc ça, c'est inadmissible que des compagnies aériennes travaillent avec le système de sécurité israélien. Puis ils nous mettent une petite pastille sur le passeport, en fait, au moment où ils nous interrogent, ils nous mettent une petite pastille sur le passeport qui veut dire si on va être interrogé ou on va pas être interrogé, en fait. J'ai vu sur Internet qu'en fait, la pastille jaune voulait dire qu'on était interrogé après. Ouais, il y a des couleurs différentes en fonction de si on est dangereux ou pas. Ça, c'est des agents de Air France quand même qui nous mettent ces pastilles-là. Ouais. C'est pas des agents de la sécurité israélienne, quoi. C'est une présélection. Voilà. Vous avez réussi à passer entre les fourches codines de l'administration israélienne. Enfin, administration ou police c'est la police, oui. Ouais, la sécurité, ouais. Je voudrais insister sur le fait que quand même, ils nous ont mis en interrogatoire et en attente pendant plus de 3 heures. Voilà. Au bout de ces 3 heures, vous réussissez donc à quitter les locaux de la police de l'aéroport de Tel Aviv. Et là, vous rejoignez
une équipe, puisque c'était une mission d'une dizaine de personnes, c'est ça? Non, on était 17 en tout, enfin 3 accompagnateurs, donc 14 plus 3 accompagnateurs. Dont une sénatrice. Comment ça se passe alors après? Là, on se retrouve, donc le but était donc le rendez-vous à Jérusalem, donc on avait le rendez-vous à l'hôtel de Jérusalem. Et donc après, toute la mission était bien programmée. Donc le premier jour était donc sur Jérusalem. Oui, parce qu'alors il faut dire que Jérusalem est donc Jérusalem ouest israélienne, Jérusalem est annexée par Israël. Oui. Donc pour eux, Jérusalem est fait partie d'Israël. Ça c'est la colonisation justement à Jérusalem est va bon train. Jérusalem est étant considérée par la communauté internationale comme occupée. Oui, bien sûr. Ça fait partie des territoires occupés, voilà. Mais annexés quand même. Avec, vous le disiez, une colonisation qui... Ah oui, c'est donc aussi bien à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, comme tous les alentours, il y a donc une ceinture de colonies intérieures et une ceinture de colonies extérieures qui se relient entre elles, qui est le but d'isoler les Palestiniens donc à l'intérieur de Jérusalem et de les pousser au départ, puisque de toute façon les colons arrivent dans une maison et puis ils s'installent et ils profitent donc soit d'une absence d'une personne qui s'est absentée ou qui est à l'hôpital, et donc ils s'installent et donc voilà, et dès qu'ils ont pris une maison, ils affichent leur drapeau dessus et voilà, donc et à l'extérieur, la colonisation extérieure, donc toutes les grandes colonies qui aujourd'hui, la grande colonie de Malé Adumim qui va pratiquement couper la Cisjordanie en deux aujourd'hui, qui va pratiquement arriver jusque à la frontière jordanienne. Et donc voilà, aujourd'hui il y a autant de colons que de Palestiniens à Jérusalem-Est. Vous avez rencontré des Palestiniens de Jérusalem ? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent et comment est-ce qu'ils... Parce que dans ces conditions-là, habiter à Jérusalem, c'est beaucoup de courage et beaucoup de résistance, j'imagine. Oui, non seulement Jérusalem, mais je pense que dans tous les territoires palestiniens, c'est aujourd'hui très, très difficile. La ville d'Hébron vit une situation identique à Jérusalem, où les colons vivent à l'intérieur de la ville et c'est une pression permanente. Quand vous circulez dans le souk de Jérusalem, vous croisez en permanence les militaires israéliens donc, qui sont là, qui sont chez eux. Donc, vous promenez dans le souk en ayant toujours des flingues qui se baladent et c'est une pression permanente, quoi. Vous avez ressenti cette pression tous les deux aussi C'est vrai qu'au début, on n'est pas trop habitués, nous, avec nos regards occidentaux, d'avoir des militaires un petit peu partout dans les rues. Après, on s'y fait, on comprend que c'est comme ça là-bas sur place, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent, surtout sur Hébron, c'est vrai qu'on sent une atmosphère, on sent que la pression est palpable, quoi. On sent vraiment que les gens n'ont pas l'air en sécurité tous les jours, quoi. Qui avez-vous rencontré à Jérusalem ? On a rencontré un prof d'histoire, en fait, qui nous a fait une visite un petit peu de tous les lieux qui ont été colonisés sur Jérusalem, en fait, qui lui fait aussi partie d'un comité de résistance et qui a passé du temps en prison, justement, dû à cette résistance-là. Et qui se bat pour un quartier, le quartier de Silouane, à côté du mur des Lamentations, qui, justement, est concerné par les destructions. Est-ce que vous avez réussi à rencontrer aussi des Israéliens ? Parce que les Israéliens ne sont pas tous pro-gouvernementaux. J'imagine qu'il y en a aussi qui militent pour deux États, un État palestinien, un État israélien. On a fait la visite de la ville justement de Jérusalem-Est, donc avec Michel Varsaski, donc qui est quand même un Israélien qui se bat depuis des années pour la paix. On en rencontre aussi des Israéliens dans les manifestations sur place, des mouvements comme Taïouch, comme les anarchistes contre le mur. Il y a des tas d'organisations aujourd'hui israéliennes qui se battent avec les Palestiniens. Il y a l'organisation aussi B'Tselem, qui est l'organisation des droits de l'homme israéliens, qui donne des caméras aux Palestiniens justement pour leur permettre de filmer toutes les agressions qu'ils subissent. Et donc, il y en a. Mais aujourd'hui, ils sont quand même très, très, très minoritaires.
Donc, il y avait aussi donc, les refusniks, qui sont aussi les soldats israéliens qui refusent de servir dans les territoires palestiniens et qui subissent une pression énorme. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a jamais eu aujourd'hui un gouvernement autant à l'extrême droite en Israël. Et donc, les mouvements de soutien aux Palestiniens sont aujourd'hui très, très minoritaires. Jérusalem, et ensuite vous êtes allé en Cisjordanie, dans différentes villes. Vous avez cité Hébron. Bethléem. Excusez-moi, Oui. Je voudrais juste, pour quitter un peu Jérusalem, parler du cas que connaît beaucoup plus Odile que moi, du cas d'un couple dont la femme est institutrice à Jérusalem et son mari, il habite en Cisjordanie, et qui ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas se rencontrer, parce que le Cisjordanien n'a pas le droit d'aller sans autorisation à Jérusalem, et réciproquement. Donc ils sont obligés de se voir en cachette à leur risque et péril. Donc le mari a déjà fait plusieurs fois de la prison, parce qu'il est parti sans autorisation voir sa femme à Jérusalem. Voilà, c'est pour vous donner une idée des situations comme ça, complètement abracadabrantes, qu'on n'imagine même pas. Mais pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. C'est vrai que les mariages donc, entre personnes de Jérusalem et personnes de Cisjordanie sont très compliqués, puisque une personne aujourd'hui de Cisjordanie, il y a pratiquement plus d'autorisation aujourd'hui pour les Palestiniens de Cisjordanie de venir à Jérusalem. Donc, ce qui est quand même aberrant, puisque Jérusalem Est fait partie normalement des territoires palestiniens. Donc, les Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent pas donc, venir à Jérusalem, comme ceux de Gaza d'ailleurs. Et une personne de Jérusalem, donc qui se marie avec une personne de Cisjordanie, peut aller en Cisjordanie. Mais si elle part de Jérusalem, Elle ne peut pas revenir. Voilà, elle peut revenir, mais c'est aussi au risque de, comme on l'a vu pour les absents, donc les maisons sont réquisitionnées ou sont volées. Donc c'est de perdre ses droits aussi sur Jérusalem. Donc c'est des situations très très compliquées. Et également pour les Palestiniens, donc parce que à peu près 20% de la population israélienne sont donc des Arabes israéliens. Donc la situation est la même aussi pour les Arabes israéliens qui veulent se marier avec une personne donc de Cisjordanie ou de Gaza. Ils n'ont pas le droit donc au regroupement familial en Israël. En ce qui vous concerne, on a vu que c'était difficile d'arriver en Israël et de dire qu'on allait aller en Palestine. Comment ça s'est passé donc pour vous? Alors Jérusalem, vous avez pu visiter et rencontrer du monde, et après quitter Israël pour aller en Palestine. Comment ça s'est passé? On prend un bus donc, pour aller jusqu'à Bethléem. Alors, il faut savoir que les voitures palestiniennes de Cisjordanie n'ont pas le droit d'entrer à Jérusalem, et également les voitures de Jérusalem n'ont pas le droit d'entrer à Cisjordanie. Donc, on doit s'arrêter, descendre d'un bus, reprendre un autre bus après. Donc, on est arrivé donc à Bethléem. Donc là, on avait réservé un minibus, parce que comme on avait beaucoup de déplacements à faire, donc on avait réservé un minibus. Le checkpoint, excusez-moi. Le checkpoint, ouais, donc il faut passer les checkpoints. Parce que ça, c'est le quotidien. Parce que c'est vrai que, ouais, on a écrit d'ailleurs une lettre à Hollande pour lui demander justement s'il allait voir réellement ce que c'était un checkpoint. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on nous a dit qu'on aurait pu passer par un endroit plus facile sans passer le checkpoint. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vivre au quotidien ce que vivent les Palestiniens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des milliers de touristes qui arrivent tous les jours à Bethléem, des pèlerins qui viennent voir l'église de la Nativité. Et ce qui est un peu justement aberrant, c'est que ces milliers de touristes ne voient pas le mur, ne voient pas la colonisation et ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. Donc, notre but, nous, c'était de vraiment vivre. Donc, on est passé un checkpoint, et c'est une situation complètement inhumaine. Donc, on passe dans des tourniquets qui sont identiques comme si c'était pour des bestiaux. On peut rester bloqué dans le tourniquet parce que vous avez une personne qui vous hurle dans un haut-parleur, mais vous ne la voyez pas, qui vous hurle d'arrêter ou de passer ou de ne pas passer. Mais c'est en hébreu, donc vous ne comprenez rien du tout. Et on a attendu pendant 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, elle a décidé de fermer le checkpoint. Donc, il fallait retourner faire la queue un peu plus loin. Donc,
Et nous, on l'a passé juste une fois, mais on se dit, c'est les Palestiniens Qui peuvent le passer au jours. quotidien pour Tous aller les jours. travailler. les femmes, les enfants et c'est certaines personnes qui vont pour travailler doivent arriver là à 4 heures du matin pour pouvoir passer et rester pendant des heures à faire la queue, quoi. C'est quand on se dit justement ce pays qui soi-disant respecte les droits, c'est complètement inhumain, c'est d'un autre monde et ça nous rappelle un autre monde qui est l'apartheid en Afrique du Sud, qui est même pire puisque Desmond Tutu avait même dit que quand il est allé en Palestine, avait dit que pour lui la situation dans les territoires palestiniens était pire que l'apartheid en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, non seulement c'est pire qu'un apartheid, aujourd'hui c'est même plus qu'un génocide, c'est un sociocide de la société palestinienne aujourd'hui, puisqu'on détruit la société palestinienne avec les barrages et les routes de contournement. Il n'y a plus de continuité du territoire, il y a des Palestiniens, des familles ne peuvent même pas se rencontrer quand elles habitent quelquefois d'une ville à une autre ou à cause du mur. On a vu un exemple à Tulkarem où le mur coupe une maison en deux. Donc une maison a été coupée en deux, on voit les restes de la salle de bain puisque le mur est passé entre les deux. Et du côté du mur maintenant, du côté palestinien, il y a le père et les parents. Et de l'autre côté du mur, il y a la fille qui s'est mariée donc avec ses enfants. Et pour pouvoir venir voir ses parents, la fille doit non seulement passer donc de Tulkarem, aller jusqu'à Jérusalem, de Jérusalem de revenir à Tulkarem, alors qu'ils sont à 3 ou 4 mètres du mur, l'un de l'autre. Ils doivent faire 520 km s'ils veulent se voir. Et encore, il faut avoir une autorisation pour pouvoir venir. Donc, c'est honteux, cette situation. Donc, voilà les ravages aujourd'hui du mur et de la colonisation. Un mur très présent, omniprésent. Ah oui. C'est un mur quand même qui fait 8 mètres de haut. Donc, je pense que... moi, je l'avais déjà vu, mais je pense que eux qui ne l'avaient pas vu, quand vous vous retrouvez devant ce mur, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, moi, j'avais déjà vu en vidéo et j'avais l'impression d'être dans une prison, en fait. Parce qu'il y avait les miradors, les hauts murs. Et c'est vrai qu'on est dans une ville, mais on a l'impression d'être dans une prison, quoi. Et c'est vrai que ça donne une atmosphère bizarre. On se demande comment ils font les gens pour avoir ce mur-là en face de chez eux tous les jours, quoi. Il fait 720 km, le mur. 720 km. Et donc, des checkpoints de façon... Donc, dans le mur, c'est vrai qu'il y a des points de passage pour les agriculteurs, par exemple, qui se retrouvent avec... parce qu'il y a des agriculteurs qui se retrouvent avec le champ de l'autre côté du mur, donc côté israélien. Donc, il y a des portes de passage, mais pour ça, il faut avoir une autorisation. Donc ça, c'est pareil. Donc, il faut aller aux autorités israéliennes, demander une autorisation de passage. Donc, quelquefois, ils ne l'obtiennent pas. Et elles sont ouvertes une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. Donc, à 6 heures du matin et à 15 heures de l'après-midi. Donc, les gens qui partent dans leur champ, il faut qu'ils arrivent à 6 heures. Et encore, si c'est un jour de fête israélien ou si Israël décide que ce jour-là, ils n'ont pas envie d'ouvrir, ils n'ouvrent pas. Donc, c'est le quotidien aujourd'hui des paysans palestiniens qui se retrouvent avec des villages entiers qui sont coupés avec les terres d'un côté, le village de l'autre, et tout ça pour donc annexer encore des terres, puisque donc on les empêche de passer. Et il y a une loi ottomane qui dit que toute terre qui n'est pas cultivée pendant 3 ans devient systématiquement propriété de l'État d'Israël. Donc Israël s'accapare les terres comme ça, donc en empêchant les Palestiniens de cultiver leurs terres, et puis donc après ils se l'approprient. Alors, même si on l'a entendu tout dernièrement, il semblerait que les colonisations soient arrêtées. Je vous fais rire. Ouais, je pense que ça pourrait être un sketch comique parce que dans les négociations de paix qui ont repris donc, il y a 3 mois, donc Israël a décidé de libérer une centaine de prisonniers palestiniens. Des prisonniers palestiniens qui auraient dû être libérés il y a 20 ans, quand même, il ne faut pas oublier. Sur ces 100 prisonniers, donc, faut savoir qu'il y en a encore 5000 dans les prisons israéliennes. Et en contrepartie, Israël a dit on libère des prisonniers, mais on continue les colonisations. Donc Netanyahou, il y a quelques jours, a décidé de... Enfin, c'est pas Netanyahou, en fin de compte, c'est le ministre donc, du logement, donc, qui est un ultra soutien aux colons, qui habite d'ailleurs dans une colonie, a décidé, sans demander l'accord de Netanyahou, de faire un appel de 20 000 nouveaux logements.
Donc Netanyahou, comme en ce moment, il veut faire pression un petit peu sur les négociations donc, entre l'Iran et les États-Unis. Et comme il ne voulait pas trop se mettre à mal avec les États-Unis, parce qu'il ne veut pas surtout qu'on conclue un accord avec l'Iran, donc il a dit ah non, mais je n'étais pas au courant, donc il a dit je gèle ces 20 000 nouveaux logements. Mais en fin de compte, on sait très bien que ces 20 000 logements seront construits, puisque donc déjà, depuis le début des négociations, il y a 3 mois, il y a eu 3 000 nouveaux logements qui ont été construits. Donc la colonisation continue et continuera. Vous parliez de la visite de François Hollande tout à l'heure. François Hollande a dénoncé la colonisation. Oui, mais sans donner de sanctions, en fait. C'est facile de dénoncer et de balancer une phrase comme ça qui est reprise par tous les médias. Je pense que c'est juste un coup de publicité. Malheureusement, il n'y a aucune sanction derrière si la colonisation continue. C'est que la France ne tape pas du poing sur la table, quoi. Elle dénonce une situation, mais c'est tout. La France et l'Europe, c'est l'Europe qui devrait agir. C'est inadmissible. Alors, vous avez, je vois que l'heure passe vite en votre compagnie. Vous avez vu et senti les ravages de cette colonisation en vous rendant en Palestine? Ah, bien sûr, ça grignote tout le territoire. Aujourd'hui, partout où vous passez, sur toutes les collines, il y a des colonies partout. Et qui dit colonie dit aussi donc zone militaire autour pour protéger les colons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de protéger les colons. Les colons sont protégés par l'armée partout. Les colons sont violents, ils peuvent agresser les villageois palestiniens, mais il n'y a jamais aucune sanction contre les colons. Les villageois peuvent porter plainte au niveau des autorités israéliennes, mais il n'y aura jamais de sanction contre les colons. Un colon, aujourd'hui, a le droit de porter une arme à partir de 15 ans. Donc, il peut tuer un Palestinien, on s'en fout complètement. Par contre, ça fera les gros titres si ça a fait les gros titres il y a quelques jours parce qu'il y a un Palestinien qui a tué un militaire. Mais je suis désolée, mais pour moi, c'est de la résistance. Si on tuait un soldat allemand pendant l'occupation allemande, personne n'aurait crié au scandale. C'est une occupation, il ne faut pas oublier que c'est une occupation, le territoire palestinien est occupé. Et pour vous, ça justifie la violence? La violence est des deux côtés? Alors, les Palestiniens, depuis plusieurs années, ont choisi la lutte non violente. Mais moi, je laisse le droit aux Palestiniens de choisir leur forme de lutte, qu'elle soit violente ou non violente. Parce que la violence, aujourd'hui, elle est quotidienne vis-à-vis des Palestiniens. Ils ont choisi la lutte non violente. Nous, on a participé à des manifestations non violentes. Mais en face, vous avez la violence. Parce qu'en face, vous avez on vous lance les grenades. Et il y a des morts dans toutes les manifestations. Tous les vendredis, les Palestiniens manifestent contre le mur, contre la colonisation. Et il y a des morts. Donc, c'est une résistance non violente, mais en face, il y a la violence. Donc, pour moi, c'est normal pour les Palestiniens, c'est une résistance. On n'aurait pas... Est-ce que Jean Moulin, on l'aurait traité de terroriste ? Non. Alors, les Palestiniens résistent contre l'occupation, résistent contre la colonisation et résistent pour leurs droits. Sur le territoire palestinien, au plan de partage en 1947, normalement, le territoire palestinien représentait à peu près 49% de la Cisjordanie, de la Palestine historique. Aujourd'hui, avec la colonisation et les murs le mur et toutes les rues de contournation et tout ça, il va leur rester même pas 12% du territoire. Alors, est-ce qu'on va encore continuer, comme dit François Hollande, que les Palestiniens doivent faire des concessions? Mais combien de temps on va leur demander de faire des concessions? On est en train de les parquer. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une honte qu'on laisse 1 600 000 personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité à Gaza. Des enfants qui étaient sous assistance comme il n'y a plus d'électricité, il y a des enfants qui meurent aujourd'hui. Il n'y a plus d'eau à Gaza, il n'y a plus d'eau potable. C'est le taux au monde le plus élevé au niveau des calculs rénaux parce qu'il n'y a plus d'eau potable à Gaza. L'usine d'assainissement de Gaza, comme il n'y a plus d'électricité, elle ne peut plus fonctionner. Gaza va être inondée par les eaux usées. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, avec la complicité d'Israël, avec la complicité de la communauté internationale, c'est un génocide. Et la communauté internationale, personne ne réagit. Et c'est une honte. Aujourd'hui, j'ai honte. Alors, vous avez, Odile, on comprend votre émotion. Hein, vous êtes allée durant une quinzaine de jours voir la réalité en Palestine. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, écrit au président de la République? Oui, on lui a envoyé une lettre qui a été signée par l'ensemble des personnes qui étaient dans la mission
pour lui dire la situation de ce qu'on a vu, nous, et est-ce que, justement, il allait en tenir compte? Est-ce qu'il allait, justement, en parler à Netanyahou du respect des droits des Palestiniens? Donc, à mon avis, il n'a pas dû la lire. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir. On parle aujourd'hui de reprise des discussions sur la paix. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir Comment on pourrait avoir de l'espoir? Les accords d'Oslo ont 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont donné, les accords d'Oslo? Normalement, c'était une situation intérimaire qui devait normalement... Combien de présidents américains ont dit qu'il y aura un État palestinien avant la fin de leur mandat? On sait très bien aujourd'hui, c'est impossible de faire un État palestinien. C'est un territoire où il n'y a aucune continuité territoriale entre les villes. Il n'y a plus rien de la Palestine aujourd'hui. Donc, comment on peut demander, en plus... l'État palestinien a quand même été admis à en tant qu'observateur. 1992. Donc, je pense que, voilà, ils ont décidé de négocier pendant 9 mois. Les négociateurs palestiniens ont démissionné, mais j'ai écouté Elias Sambar hier, qui fait partie des négociateurs aussi, a dit qu'ils allaient respecter leurs 9 mois. Là, ça fait 3 mois qu'ils négocient. Ils allaient aller jusqu'au bout, donc je crois que c'est jusqu'à fin avril. Mais ils savent très bien que de toute façon, ça n'avancera pas. Et Israël a toujours profité des périodes de négociation pour augmenter la colonisation. Et ça, on le sait très bien. Il n'y a jamais eu autant de colonies que depuis les accords d'Oslo. D'où l'intérêt, sans doute, pour vous de témoigner, de poursuivre vos actions au sein de l'association. On va rappeler les coordonnées de la FPS. Bon, déjà, je voudrais dire qu'on a 2 actions prévues. Alors, mercredi à 15h, devant le Monoprix à Vannes, c'est une action BDS, donc boycott des investissements sanctions. Donc, c'est une action d'appel au boycott des produits israéliens. Je dis bien israéliens parce qu'on dit produits issus des colonies, mais Israël ne respecte pas le fait en notifiant bien que les produits sont issus des colonies. Donc moi je dis aujourd'hui c'est un boycott total d'Israël. Il y a beaucoup de produits qui arrivent chez nous qui viennent d'Israël. Oui, donc au niveau des fruits et légumes c'est très facile de voir puisque l'origine doit être automatiquement notée. Donc, vous avez les avocats, les pamplemousses. Surtout au printemps, vous avez en général les pommes de terre, surtout un pays comme la Bretagne, où les pommes de terre arrivent d'Israël. Et donc, voilà. Et on a aussi une autre action donc ça, samedi. C'est l'action mercredi. Et samedi, demain, au Palais des Arts de Vannes à 15h, où là, on va diffuser un documentaire sur Nabi Saleh, qui est un village qui résiste justement contre la colonisation depuis des années, qui manifeste tous les vendredis. On a participé à cette manifestation le vendredi où on y était. Et donc, il y aura un documentaire et après, justement, un témoignage de ce qu'on a vu là-bas. Eh bien, ce sera l'occasion de prolonger la discussion que nous avons eue ce midi. Odile Lenormand, Fatia Kada, Faisal Arouat, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. On retrouve